Non. Stéphane Valois de la Cross Quantum Laughingbox, qui est une application d'agrégateur. Laurent Girard, qui est le CEO de Yomoni, qui était annoncé dans une première table ronde, mais en fait c'est bien dans la table ronde des robots advisors. Patricia Civilo-Ligois, BP 1818, et Jean-Philippe Desbioles de IBM Watson Group. Il y avait Alexandre Gaillard qui était d'Investglass, n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a un événement familial, disons une naissance, donc là c'est un autre événement. Voilà. Donc petite introduction, premier rappel, on reprend peut-être un graphique que tout le monde connaît sur les robots advisors, c'est la progression exponentielle un peu des encours sous gestion pour les robots advisors aux USA. Bon, aujourd'hui, on est à peu près à 300 milliards d'actifs sous gestion pour les principaux robots advisors. Ce qui est intéressant de voir, c'est le pointeur, c'est l'unité. On est en trillions de dollars, 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Simplement dans la gestion, on n'est pas dans la conservation, mais dans la gestion même d'actifs. Et donc là, nous sommes en 2020. J'ai un deuxième graphique, un peu plus prévisionnel en 2025, qui fait la répartition entre la clientèle retail et gestion de fortune, et la répartition entre l'interaction, les actions d'un robot advisor pur, qui fait de l'arbitrage automatique, et d'un robot advisor hybride, où une décision humaine est encore utilisée. On a toujours cette même progression exponentielle, et on arrive à peu près à 7000 milliards de dollars en 2025, et on retrouve à peu près les 4000 milliards en 2023. Quelques données sur les robots advisors, un peu. Ils sont arrivés des États-Unis. Ils ont une date de création 2008. Donc les principaux, vous connaissez, Betterment, Wealthfront, Personal Capital. Là, on est déjà dans des encours assez conséquents, 10 milliards de gestion. Pour le premier, 7,5 milliards. En Europe, bon, un peu plus, une échelle moindre, on est en dessous du milliard, comme Nutmeg en Grande-Bretagne. Mais on voit déjà que la création, c'est plus 2008, mais 2011. Scable en Allemagne, en 2014, 300 millions. Et Money Farm aussi, qui est en Italie, qu'on connaît peu, pareil, de l'ordre de 350 millions d'euros. Alors, là, on est sur une échelle de 10 milliards de dollars d'encours. Et vous voyez les robots advisors, si on prend en France, l'encours, la somme est de 150 millions d'euros. Avec donc Yomoni, le leader en France dans ce domaine, puis SwissSafe, vous connaissez, Foodshop qu'on a vu aujourd'hui, et puis quelques challengers, Grisby, Marie Cantier et Grisby. Pour finir, donner la parole à Antoine Duroyon, des tendances qui se font sur le robot advisor, c'est d'abord des prises de participation, NPM dans Gambit. On a un assureur anglais qui reprend une participation majoritaire dans Wealthify, et puis une mutuelle participation minoritaire dans PhoneShop. Donc on voit qu'il y a déjà une intégration d'entités de robot advisor dans des grands groupes financiers. Une des dernières, c'est Amundi qui a lancé un robot advisor, mais plus dans la gestion d'actifs au niveau de l'épargne salariale. Donc ils attaquent tout ce qui est gestion, PERCO, PEE. On a toujours le même besoin d'arbitrage de support en OPCVM. Et la dernière actualité, c'est Swissquote, une banque en ligne, qui lance là un chatbot. Donc Swissquote, c'est une banque en ligne qui s'intéresse plus à la gestion privée en Suisse, et qui vient de lancer un chatbot. Premièrement, c'est une première version qui va répondre aux besoins, disons, standards de clients avec un middle office, ou c'est pour un changement de mot de passe, de valorisation, recherche de valorisation du portefeuille, d'une valeur dans leurs actifs. Alors, ils sont une première version, c'est du texte, mais en cible, ils ont une version orale. Donc, on voit que le chatbot en banque privée
ça commence à se diffuser au sein des organisations pour passer une version texte avec une reconnaissance vocale et peut-être aussi l'introduction d'intelligence artificielle sur un système un peu plus complexe. Voilà. Alors une dernière, qu'on restera un peu pendant la table ronde, c'est une cartographie en Europe et la concurrence en Europe pour les robo-advisors. 87 robots identifiés par Techfluence, une société qui fait de la veille économique sur le domaine. Donc on retrouve nos partenaires français ici. Et puis je vous laisse quelques noms. Voilà, vous pouvez un peu visualiser dans l'Europe toutes ces créations de FinTech spécialisées dans la gestion de portefeuille et l'arbitrage sur les robots advisors. Voilà, donc Antoine, je te laisse la parole pour la Très bien, bonsoir à tous. Merci Philippe pour cette mise en perspective. Effectivement, j'adore ce graphique. Très très complet. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se développent en Europe et avec des évolutions intéressantes. Tout à l'heure, on a cité notamment Scalable Capital en Allemagne qui a atteint les 500 millions d'euros d'encours et qui a noué un partenariat avec ING Diba. On a également cité Wealthify qui a été racheté par Aviva. Donc on a des mouvements assez intéressants qui s'observent au niveau européen. Et donc nos acteurs français, voilà, avec Yomoni ici, et qui a de la concurrence avec WeSave et même des nouveaux entrants comme Nalo. Donc un secteur qui continue à bouger. Alors au cours de cette prochaine heure, on va réfléchir un peu en fait à la façon dont ces nouveaux acteurs et les nouveaux usages et les nouvelles technologies qu'ils amènent pourraient en fait transformer, bouleverser le secteur de la gestion de patrimoine et tout particulièrement, on va dire, son segment premium qui est celui de la banque privée et de la gestion de fortune. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un constat, en fait, savoir un peu où en est-on aujourd'hui. Et pour ça, je propose qu'on commence avec Jean-Philippe Desbioles, qui est donc le vice-président d'IBM Watson Group Cognitive Solutions, notamment en charge des institutions financières. Donc vous êtes le promoteur d'IBM Watson, qui est la plateforme donc de solutions cognitives d'IBM, dont on a commencé à parler en France, notamment dans le secteur bancaire. Crédit Mutuel, notamment, a lancé un déploiement auprès de ses conseillers avec IBM Watson. Et autre exemple également, c'est Orange Bank, qui s'appuie sur IBM Watson, donc la nouvelle banque mobile d'Orange. Jean-Philippe, j'aimerais que vous nous expliquiez, voilà, savoir un petit peu aujourd'hui où on en est en termes de système cognitif dans la banque privée. Très bien. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Peut-être un premier point un petit peu pour resituer un peu le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un système cognitif? Parce qu'on parle beaucoup d'IA et je crois que chacun chacune met derrière les mots IA ce qu'on veut un petit peu. Donc en tout cas, d'un point de vue IBM, c'est trois choses. Je fais super court. La première chose, c'est que c'est un système qui effectivement interagit avec un utilisateur en langage naturel. Donc c'est tout le volet quelque part interaction avec la notion de Natural Language Processing, Natural Language Understanding et on va vers une notion de génération de langage naturel. Donc un système, une machine qui communique avec vous vraiment comme on le fait en ce moment même, avec une notion de compréhension et de dialogue. La deuxième caractéristique, c'est que non seulement ces systèmes maintenant interagissent avec l'utilisateur, comme je viens de le dire, mais c'est qu'ils ingèrent une quantité d'informations structurées et non structurées complètement illimitées, puisque un être humain est par définition, aussi brillant soit-il ou soit-elle, est par définition limité en termes de gestion. Ça s'appelle la saturation du cerveau humain. La machine, de ce point de vue-là, n'a pas ce biais-là. Elle a d'autres biais, mais elle n'a pas de notion de limitation de gestion de savoir. Et d'ailleurs, c'était évoqué tout à l'heure dans la table ronde précédente avec intelligence, la notion de structuré et non structuré. J'y reviens pas. Et la troisième chose qui est importante, c'est que la grande différence que ces systèmes font aujourd'hui, c'est que ce sont des systèmes qui apprennent constamment de l'utilisation qui en est faite. Ça veut donc dire que fondamentalement, c'est ce qu'on appelle le machine learning, deep learning, ce sont des systèmes qui, plus vous les utilisez, plus ils vont apprendre et améliorer leur performance, quel que soit le use case qui a été défini. Maintenant, pour revenir dans la question que tu m'as posée, là, sur la partie banque privée, je dirais qu'il y a trois grands domaines aujourd'hui d'application qui si je peux dire, tirent la bourre les uns avec les autres. Le premier grand domaine, c'est tout ce qui est changement de l'expérience client. J'y reviendrai et ça touche de plein fouet la notion, ne vous étouffez pas, hein, la notion de chatbot.
cette notion d'agent conversationnel. La deuxième famille de use case, c'est tout ce qui est lié à l'advisory lui-même, la notion de conseil. Et le troisième domaine, c'est tout ce qui est au risque et à la conformité, risque et compliance, conformité, KYC, onboarding, etc. Donc, rapidos. Premier domaine, expérience client. Là, beaucoup de nos clients sont des gens qui, effectivement, font des agents conversationnels, que ce soit vis-à-vis de leur relationship manager ou vis-à-vis des clients finaux, quelle que soit la cible. Mais fondamentalement, il y a aussi beaucoup de directions marketing qui aujourd'hui nous interpellent sur l'application de l'IA. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous disent fondamentalement, nos scoring, nos segmentations sont un peu à la papa, c'est-à-dire basées sur asset under management, sur le sexe, bien sûr votre aversion au risque, enfin, tous les critères qu'on connaît depuis maintenant Mathusalem. Et fondamentalement, ce qu'on cherche aujourd'hui à avoir, c'est capter de nouveaux insights pour faire une meilleure segmentation. Et dans ces insights, il y en a un certain nombre, mais notamment il y en a un qui est la notion d'analyse de la personnalité du client. Donc on a au sein de plateformes de l'IA maintenant des solutions qui nous permettent d'analyser avec beaucoup de précision votre profil un peu psychosociologique. Et dans ce cadre-là, chez des clients notamment nord-américains, j'étais 2 ans à New York, avant j'étais en Asie, à Singapour, après je suis rentré à Paris, mais fondamentalement ce qu'on a fait aux États-Unis, c'est qu'on a travaillé j'ai travaillé pour des grandes banques privées plutôt côte Est, où on a mis en place un système qui fondamentalement analysait le profil du client, du prospect, analysait le profil du RM, et en fait on faisait une analyse de fit entre les deux. Après, ce qu'on s'est amusé à faire, on a poussé un cran le bouchon plus loin, on a analysé toujours pareil le client et le prospect. Ensuite, on a appliqué cette solution-là sur les produits, les fonds de fonds, pour vérifier que les valeurs du client étaient bien alignées avec sa stratégie d'investissement, pour aller vers une notion de value-based investment. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'investissements sont guidés par la notion de valeur, les valeurs qui sont importantes pour moi ne sont pas forcément celles qui sont importantes pour vous, et s'assurer que toute la stratégie d'investissement du client était bien alignée avec ce que je viens de dire. Donc ça, c'est un domaine d'application assez sympa, où on a beaucoup avancé. On a aussi développé des nouveaux scores qui sont basés sur la notion de quel est votre pouvoir d'influence au travers des réseaux sociaux. Donc on exploite que des données qui sont publiques, on n'exploite pas des données qui ne le sont pas, mais c'est très intéressant de sortir ce qu'on appelle le value scoring, c'est-à-dire en fait un score qui analyse votre pouvoir d'influence. Ça, c'est un premier domaine d'application qui est très vaste et très intéressant et qui, entre autres, touche les chatbots. Deuxième domaine d'application, tout ce qui est advisory. Là, ce qu'on cherche à faire est très simple, j'y peux en tout cas sur le papier, c'est extraire des informations, des insights qui viennent du monde du non structuré. C'est-à-dire 80% des data qu'ont les banques privées aujourd'hui de partout. Les brochures commerciales, les brochures sur les offres concurrentes, ce qui se passe sur les marchés. Et on essaie d'extraire des insights qui viennent de ce monde-là, les combiner avec des données structurées pour pouvoir apporter une recommandation beaucoup plus qualitative qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très quanti. Et on n'est pas trop mal sur ça. On essaie d'apporter beaucoup plus de qualitatif à un processus qui jusqu'à maintenant a été très quantitatif. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est risque et conformité, KYC, onboarding. Et là, c'est sympa parce qu'on applique ça pour des grandes banques privées. J'ai beaucoup travaillé aussi à Zurich sur ce sujet-là, où en fait, on analyse tout le processus KYC, on le fait avec des systèmes d'IA. C'est-à-dire, en fait, le système va crawler, agréger des informations pour bâtir un KYC sur un client et prendre potentiellement une décision d'onboarding ou pas, notamment sur des PEP, Politically Exposed People, etc. Donc voilà un petit peu de manière très très synthétique les 3 grands domaines d'application dans le domaine de la gestion privée par rapport à des sujets qui sont du ressort de l'IA. D'accord. Les infrastructures technologiques aujourd'hui des établissements sont en mesure de... Donc là, je vais être l'antéchrist, donc c'est du cloud. Donc je suis pas encore en Suisse, donc ça va en France. Vous réagissez pas, c'est de la fatigue, mais donc fondamentalement... Ou alors maintenant, ça y est, vous êtes passé au prochain step. Donc, dans le domaine de les solutions dites cognitives sont des solutions qui sont délivrées en mode cloud. Après, ce cloud, il est soit privé, soit dédié, soit public. Enfin, il n'est pas public pour vous, en l'occurrence. Soit dédié, donc soit privé. Mais fondamentalement, ce sont des solutions qui, aujourd'hui, des plateformes, en l'occurrence, ce n'est pas des solutions, ce sont des plateformes, dont IBM. Il n'y a pas qu'IBM, il y en a d'autres, mais qui sont toujours maintenant fournies dans un mode cloud. Pourquoi ? Parce que si on veut avoir le bon degré de déploiement des solutions d'IA de manière globale, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas être en prémisse. Et ça, c'est un point qui est très important, et vous le verrez, c'est pour ça qu'il y a 3 choses qui sont en train de se détacher. Il y a un combat sur l'IA, qui est une plateforme cognitive, il y a un combat sur les plateformes d'IoT, et il y a un combat sur les plateformes de cloud. Ok, merci Jean-Philippe. Patricia Sylvie Leligois, donc je rappelle, vous êtes directrice générale adjointe, opération, organisation et digitale de la banque privée 1818. Bonsoir. Bonsoir, qui est une filiale de Natixis, donc adossée au groupe BPCE. Voilà, même question. Où en est-on aujourd'hui chez les banques privées 1818 par rapport à la transformation digitale et à ces nouvelles technologies d'analyse de données, etc. Et quelles actions vous avez déjà menées à l'heure actuelle ?
Donc effectivement, nous sommes une banque spécialisée en gestion de fortune et un des grands piliers en fait de notre stratégie digitale, c'est vraiment le client et l'expérience client. Et quand on dit le client et l'expérience client, on essaie d'avoir un raisonnement où on remet tout à plat, on repart d'une page blanche et on se dit comment le client voudrait qu'on travaille avec lui. Donc du coup, nous avons imaginé une nouvelle façon de travailler et nous venons de lancer une nouvelle plateforme digitale qui, on le pense, tient compte en fait des attentes de nos clients. Alors, pour nous, c'est très important de partir des attentes des clients et de mettre la techno que derrière, on va dire. Qu'est-ce qu'ils attendent, nos clients? Ils attendent du temps réel. Ils attendent de pouvoir co-construire leurs solutions avec les banquiers privés. Donc ça, c'est très important. Ça nous a vraiment beaucoup guidés dans notre plateforme. Ils attendent de la personnalisation. Moi, j'ai reçu un courrier de ma banque Critel qui m'écrivait « Chère Patricia », cher C-H-E-R. Donc il faut vraiment, quand on fait du personnalisé, et en particulier en gestion de fortune, il faut aller jusqu'au bout, il faut vraiment que le client s'y retrouve. Ils nous demandent, et ça, c'était un peu étonnant en fait pour certaines personnes dans la banque, d'être autonome sur les opérations simples, parce que je pense que la banque Critel a éduqué aussi nos clients à passer ses ordres, virements, etc. tout seul. Et par contre, très clairement, en fait, sur les opérations complexes, alors les opérations complexes chez nous, ce sont les successions, ce genre de choses, ils veulent rencontrer des banquiers privés pour pouvoir avoir de la réassurance. Alors par rapport à tout ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est donc une nouvelle solution digitale qui permet d'adresser cette relation client. Et donc, au fur et à mesure en fait de l'entretien entre le banquier privé et le client, ils voient ensemble, en fait, sur une tablette ou sur une télévision, peu importe, ils construisent ensemble la solution. Le client répond à des questions. Il voit immédiatement, en fait, l'impact sur la diversification de son patrimoine, sur la constitution de son portefeuille. Si je prends des SCPI, ça me donne quoi dans 5 ans? Donc, il co-construit, en fait, avec son banquier privé, la solution qui lui va le mieux et qui est sur mesure. Donc ça fait partie des choses qui sont très importantes pour nous parce que ça professionnalise le discours en fait du banquier privé, ça accroît la confiance du client qui voit en temps réel ce qui se passe et comment sont traitées ses réponses et c'est complètement MiFID II compliant puisque l'idée de MiFID II entre autres c'est d'être transparent, d'exposer les coûts, les charges, etc. Sur la partie opération, en fait, donc là on était sur le fronting avec le client. Sur la partie opération, pour nous c'est un peu plus magique que ce que dit Jean-Philippe. Parce que en fait, sur la partie middle office, tout ce qui est catégorisation des mails, etc. Là, effectivement, les bots savent catégoriser les mails, ce genre de choses. En revanche, pour répondre en fait aux clients de façon extrêmement personnelle et sur mesure, parce que je redis, on est en gestion de fortune. Donc là, c'est un peu plus aléatoire. En tout cas, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ne nous permet pas, on va dire, d'espérer à très court terme de pouvoir déléguer ça. Ce qu'on essaye de faire quand même, parce qu'on y croit vraiment beaucoup, c'est de pré-remplir en fait des formulaires de réponse pour nos middle office, pour nos opérations. Donc du coup, de préconstruire cette réponse, donc qu'elle soit la plus personnalisée possible, mais ensuite c'est le gestionnaire de middle office qui ajuste, reprend la customisation et envoie en fait au client. Et donc on n'est pas du tout sur des taux d'automatisation du retail qui sont plutôt de l'ordre de 98%. Maintenant, nous dans le groupe, nous ce qu'on espère atteindre, c'est plutôt maximum 50%. Donc on reste très présent en fait dans la relation humaine avec le client. D'accord. Juste une précision sur la plateforme digitale en front. Combien de temps ça a pris pour le développement et la mise en production ? Donc on a fait un POC en décembre dernier, donc en un mois. Tout le monde a été convaincu. Donc après, il y a eu le mois de janvier, donc décembre de l'année dernière, le mois de janvier pour monter le dossier, le présenter en direction générale de Natixis pour avoir un go. On a démarré début février et on livre ce week-end. D'accord, donc c'est tout frais. Voilà. La peinture est encore fraîche. Très bien. Laurent Girard, vous représentez le gérant d'épargne 100% en ligne. Voilà, le nouvel acteur digital. Yomoni, aujourd'hui, c'est plus de 35 millions d'euros d'encours, plus de 5000 clients. Vous avez un ticket d'entrée à 1000 euros.
Mais j'ai cru comprendre que vous étiez très intéressé par la cible clientèle privée, notamment celle qui est sous gestion privée dans les réseaux bancaires. Alors j'aimerais savoir comment vous pensez de quelle manière un gérant digital peut répondre aux attentes d'une telle clientèle. Bonjour, alors merci pour l'invitation. Yomoni, c'est parti d'un constat assez simple, c'est de dire finalement, aujourd'hui, il y a énormément de gens, il y a une grande partie de l'épargne des Français qui se retrouvent en livret A ou en fonds euros, qui ne rapportent plus grand-chose, et une partie encore plus importante des Français qui ne gèrent pas tellement leur épargne. On est parti de ce constat, on s'est dit qu'on allait simplifier cette expérience en fabriquant un tunnel, une expérience qui permet à une personne qui part de aucune connaissance, aucune sensibilité à l'épargne, à réussir à finaliser en 15 minutes tout un parcours avec un profiling, une entrée en relation, toutes les questions de KYC, l'ouverture d'un mandat de gestion ou d'un mandat d'arbitrage, la mise en place d'un contrat d'assurance vie, d'un PEA ou d'un compte titre, et le tout qui se termine par une signature électronique. Donc l'idée, c'est on a voulu simplifier les choses. Au démarrage, on est parti sur une cible assez large en disant on va s'adresser à tous les Français. Aujourd'hui, on maintient cette cible avec une petite différence, c'est qu'on s'est aperçu au cours des 2 premières années d'opération que finalement, sans les avoir ciblés particulièrement, on se retrouvait avec une forte proportion de clients patrimoniaux dans nos clients. C'est-à-dire bien qu'on ait un ticket d'entrée à 1 000 €, aujourd'hui, l'encours moyen, pas l'encours moyen, le patrimoine financier moyen des clients avoisine les 150 000 €. Donc, on a quand même, vu qu'on a quand même un certain nombre de clients qui sont assez jeunes et qui sont rentrés à 1 000 €, ça veut dire qu'on a quand même des clients patrimoniaux. Aujourd'hui, notre plus gros client, il a à peu près 1 million sous gestion chez nous. Donc, finalement, on s'est dit, sans forcément aller les cibler particulièrement dans notre communication, sur notre site, on a attiré ces personnes-là. Et la déduction assez simple, c'est de dire, mais finalement, ce que va offrir Yomoni, c'est-à-dire 1, de la simplicité, 2, de la pédagogie, 3, de la rapidité, finalement, les clients retail ou les clients plus patrimoniaux sont aussi attirés par ces éléments-là. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Aujourd'hui, ouvrir une assurance vie ou un compte titre ou un PEA chez Yomoni, ça prend donc 15 minutes en ligne, ça prend à peu près 48 heures entre le moment où le client va appuyer sur je signe électroniquement mon contrat et le moment où le contrat va être effectivement ouvert dans le système de l'assureur vie. Donc ça, c'est un point assez important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'expérience des frontings, donc ça, on a bien sûr investi là-dessus, mais nous, on a aussi investi beaucoup sur toute la partie middle office et back office, puisque c'est très important d'avoir un front-end client performant, agréable. Par contre, si les données ne sont pas à jour, si les transactions ne sont pas efficaces, ça réduit largement l'intérêt des choses. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur l'efficacité de ces transactions. Aujourd'hui, par exemple, on a un contrat d'assurance vie où tous les jours, 100% du temps, on a une valorisation. Alors, c'est à J+1, mais on garantit la valorisation J+1 100% des jours de l'année. Ce qui est aujourd'hui encore assez peu le cas chez pas mal d'acteurs. Et ça, on s'est aperçu que finalement, les clients patrimoniaux, c'est extrêmement important pour eux. Ils ont une attente très forte de stabilité et de réactivité de la part de leurs partenaires financiers. C'est-à-dire que je me connecte le lendemain de l'élection de Donald Trump. Si j'ai ma position d'il y a 3 jours, c'est pas acceptable. Et donc, ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est cette réactivité, cette précision de l'information. Après, un élément aussi assez important sur lequel on a travaillé, c'est on a parlé tout à l'heure des chatbots, de leur rôle dans la relation. Et encore une fois, le constat qu'on a fait, on n'avait pas vraiment d'a priori, c'est que on est parti, on a voulu essayer d'automatiser plein de choses, d'avoir des réponses automatisées, etc. Et en réalité, on a fait 2 constats. Le premier constat, c'est que sur l'aspect transactionnel, là, les clients, et en particulier les clients patrimoniaux, qui vont plutôt gérer leur compte le soir, etc., là, ils sont en attente vraiment d'une réactivité extrêmement forte, même à 3 heures du matin. Donc il faut qu'ils puissent extrêmement simplement déclencher des opérations, même via un chat, etc. Ça les intéresse beaucoup. Par contre, le corollaire, c'est à partir du moment où on sort du transactionnel, mais on va dans les éléments de conseil, on s'est aperçu que finalement, on
on est un acteur digital, on n'a pas cette proximité physique, et donc les clients sont particulièrement intéressés pour retrouver cette relation humaine, même si c'est à travers un chat. Et donc c'est pour ça qu'en fait, sur les aspects de conseil, on a supprimé toute la partie automatique pour remettre des conseillers, pour justement renforcer cet aspect humain. Donc finalement, c'est un peu paradoxal, c'est que contrairement à ce qu'on peut un peu imaginer, quand on parle de RoboAdvisor, en tout cas notre vision du RoboAdvisor, c'est d'avoir, on va dire, un back-office, des opérations, les contrôles de dossiers extrêmement automatisés et robotisés, aussi un peu de robot sur la partie des allocations. Par contre, sur la relation client et sur le conseil, là, on a presque dérobotisé pour remettre de l'humain au maximum en fronting client. Ok, on va revenir sur la partie chatbot juste après, mais j'aimerais qu'on finisse ce premier tour de table avec Stéphane Valois, qui est donc cofondateur, directeur général de la Finbox, qui est le fruit d'une co-entreprise avec Swiss Life. Alors vous êtes aujourd'hui principalement une solution d'agrégation de patrimoine financier, d'épargne, etc. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter la solution, le nombre de clients, d'utilisateurs que vous avez aujourd'hui, l'encours moyen agrégé, et est-ce que vous avez l'intention d'aller vers plus de recommandations et plus de conseils? Alors bonjour. Donc effectivement, moi je vais un petit peu rejoindre ce qui a été dit par Patricia et par Laurent, à savoir que les clients fortunés ou les clients de banques privées sont en attente de solutions digitales, et je crois, comme tu le disais Patricia, ils ont un peu vu leurs amis qui étaient clients de banque retail bénéficier de tout un tas de services innovants, et ils commencent à avoir du mal à comprendre qu'ils n'aient pas droit aux mêmes égards, voire à mieux. Et donc moi j'ai le souvenir quand on a lancé le projet avec Ludivine en 2016 de rencontrer le patron d'une banque privée qui me dit Stéphane, autant début 2016 ne pas avoir d'application mobile à proposer à mes clients, c'était pas un sujet, autant fin 2016 c'est devenu un gros problème en fait. Alors nous on est parti effectivement des attentes des clients autour du digital, donc la TAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, de l'observation des innovations technologiques donc que sont les systèmes d'agrégation clients et puis les robo-advisors, et puis de toutes les contraintes réglementaires qui aussi pèsent sur les back-office, sur les conseillers financiers aussi, et donc de la nécessité d'avoir plus d'efficacité autour de ça. Et l'idée qu'on a eue, c'est de créer effectivement un agrégateur client. On est parti du principe d'un agrégateur bancaire au départ. L'originalité de la solution, la Finbox, en tant que solution patrimoniale, c'est d'être ancré dans le quotidien de ses utilisateurs par le fait qu'on y agrège tous ses comptes bancaires, mais effectivement avec un ciblage sur la clientèle patrimoniale et la possibilité donc dans l'application la Finbox d'y connecter tous ses contrats d'assurance vie, ses contrats, ses comptes titres, ses PEA, son épargne salariale, voilà, tout son article 83, tous ses placements. Ou qu'ils soient détenus, c'est-à-dire y compris auprès de banques privées ou d'assureurs vie. Voilà, ça c'est le point de départ. Et ensuite, l'idée, la vision qu'on a nous, effectivement, c'est celle des agrégateurs qui vont prendre, d'après nous, une position centrale dans la relation entre les clients finaux et les établissements financiers. Et on voit l'agrégateur comme une plateforme sur laquelle on va greffer des services. Et donc pour ça, on travaille à des partenariats. On a cité les noms des grands robo-advisors français, donc on est évidemment en discussion avancée avec ces acteurs-là. Alors nous, du côté du conseil automatisé, on a la démarche suivante. On développe en propre notre robo-advisor, mais là je vais parler d'un robo-advisor patrimonial, c'est-à-dire on n'est pas sur la partie allocation. Je pense que ce que vous avez cité tout à l'heure, c'était surtout des robots allocateurs. Donc nous, ce qu'on va travailler, c'est le fait d'accompagner nos utilisateurs dans l'espace de leur application mobile avec un premier aperçu et un premier niveau de conseil patrimonial. Mais bien évidemment, l'idée, c'est de les conduire à entrer en relation avec des professionnels de la gestion en fonction de leur profil. On a toutes les données pour faire du big data et donc bien qualifier les partenaires vers lesquels on va les adresser et qui peuvent être des banques privées, mais aussi des solutions type Yomoni avec des robo-advisors. Voilà, on a toutes ces attentes autour du produit. D'accord, donc une logique de partenariat qui va se mettre en place dans les prochains mois.
Ok. Tout à fait. Et donc du coup, l'encours moyen aujourd'hui? Alors oui, excellente question. Donc nous, on a, vous parliez tout à l'heure de l'encours sous gestion par les robots advisors en France. Nous, on a lancé la solution donc début 2016, et donc notre nouvelle plateforme applicative cible en octobre 2016, et on a 1,4 milliard d'euros d'encours agrégés actuellement dans l'application. Et on pensait au départ, quand on a lancé, un peu comme l'a dit Laurent, on pensait s'adresser principalement aux futurs, enfin aux jeunes futurs patrimoniaux, pas nécessairement intermédiaires. Alors la bonne surprise ou la mauvaise, c'est finalement on a tapé plus haut que ce qu'on pensait. Hein. Nos utilisateurs agrègent en moyenne 220 000 euros d'encours financiers, donc on est sur du client quasi banque privée ou voilà. Tu confirmes? et donc, pour nous l'enjeu, ça va être de savoir. On peut élargir un petit peu notre base d'utilisateurs, donc on a des perspectives assez bonnes, on va dire, au niveau de l'utilisation de l'application, parce que voilà, il y a tous les types de solutions qu'on va pouvoir leur proposer, mais avec un point de départ qui est, dans l'application La Finbox, j'ai absolument toutes les données relatives à mon patrimoine. Et ensuite, le dernier point, c'est que, bien évidemment, nous, on pousse la marque La Finbox, mais on est contacté, on est sollicité au quotidien par des banques privées, des assureurs vie, pour mettre à disposition notre solution en marque blanche. D'accord. On va faire maintenant un focus un peu plus spécifique, un peu plus approfondi sur les chatbots. Et avec Jean-Philippe, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement entre le questionnaire un peu amélioré et puis le véritable chatbot qui est capable de traiter du langage naturel. Voilà. Et est-ce que vous avez des cas concrets de mise en place réussie? Donc, je vais vous citer peut-être deux exemples pour être très concret maintenant. Donc, un en Asie et un à Londres. Donc, je vous l'ai dit, j'ai passé 3 ans de ma vie à Singapour. Là, par contre, c'est des clients patrimoniaux plutôt à network, enfin, à HNWI, donc des gens qui n'ont pas 1 ou 2 ou 3 millions, qui ont vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et là, pour le coup, l'objectif du client, c'était pas de faire un chatbot pour les clients finaux, parce que c'est des gens qu'on n'adresse pas comme ça. Par contre, c'était de déployer une solution à base d'IA vis-à-vis des relationship managers de la banque en question. C'est-à-dire d'aider les RM dans leur processus de conseil et de décision. Et en fait, la puissance de l'IA, si je devais faire court, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté effectivement cette capacité finalement à combiner, comme je l'évoquais tout à l'heure, une immense masse d'informations dites non structurées, mais qui finalement étaient déjà dans la banque à 90%, puisqu'il a fallu simplement qu'on ingère un flux d'informations extérieures à 10%, ce qui est ridicule par rapport à la masse d'informations ingérées. Et cette masse d'informations, elle était où? Elle était produite par le Chief Investment Officer, c'est-à-dire en fait les analystes de la banque en question qui, chaque jour que Dieu fait, produisent une tétrachie de documents, de perspectives, de stratégies sur les places, sur les géographies, sur les asset classes, etc. Donc, ce sont des centaines de documents, sauf que le CEO de cette banque en question m'a dit un jour, Jean-Philippe, la seule chose dont je suis sûr, c'est que ces documents ne sont jamais lus par mes gars. Donc, ça tombe mal, puisque non seulement, je paie une fortune ces mecs-là, parce qu'ils sont brillants, mais c'est pas une question d'argent là-bas, il y a beaucoup d'argent, mais c'est la question, c'est que, comme ils ne lisent pas ces documents, le service qui est délivré aux clients finaux n'est pas consistant, ou il y a un risque qu'il ne soit pas consistant. Et là, ça change la donne. C'est que la banque, la marque en question de la banque, elle est engagée dès qu'il y a un conseil à un client. Et il faudrait mieux s'assurer qu'à un moment donné, il y a une certaine consistance. Je n'ai pas dit uniformité. Les services peuvent être très différenciés, mais il y a une consistance par rapport à la stratégie, à la vision de cette banque, par rapport à des placements financiers. Donc, on a mis en place un système qui couvrait 3 grands types de use cases. Un premier use case qui était en fait la phase de le matin, lorsque le gars arrive, même s'il traite des clients très fortunés, qui il doit voir et à qui il doit parler et pourquoi. Donc c'était le premier use case, c'était ce qu'on appelle Identify and Target. Le deuxième use case, c'était la préparation de l'entretien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider le RM à bien préparer son entretien, parce que ce sont des gens qui ont tout sauf du temps. Donc il faut aller très vite, droit au but, et leur apporter un conseil extrêmement précis par rapport à quelque chose qu'ils ne savent pas. Ces gens-là, en plus en Asie, sont très impatients, ils ne supportent pas qu'on leur dise quelque chose qu'ils savent déjà, autrement ils estiment qu'ils ne doivent pas vous payer pour le faire. Et le troisième sujet, c'est qu'une fois qu'on passe cette fois au conseil en tant que tel, c'est de finalement expliquer pourquoi est-ce qu'un conseil est mieux qu'un autre. Et mon client un peu provocateur, mais que j'aime beaucoup, m'avait dit, Jean-Philippe, tu sais, à la fin des fins, je me contrefous la recommandation. Bien sûr, il ne pensait pas un mot, mais il me disait, je ne me fous pas d'un seul truc, c'est le rationnel. Je veux comprendre pourquoi est-ce que ce scénario est mieux que l'autre par rapport à un client donné. Donc toute la philosophie de la plateforme qu'on a créée,
qui couvrait donc ces 3 use cases donc temporels, vous l'avez compris, devait répondre à cela. Et l'une des qualités des systèmes cognitifs, dont Watson, mais pas que Watson encore une fois, c'est que ce sont des systèmes qui sont dits evidence-based systems. C'est-à-dire ce sont des systèmes qui, by design, identifient des faits, des évidences qui sous-tendent un raisonnement et qui les fournissent. Donc la traçabilité et l'auditabilité d'une prise de décision est très très forte. Je ne sais pas si je suis clair. Parce qu'il vous donne par définition tous les faits, les évidences qui ont servi à un moment donné à prendre une position, quelle que soit la position qui est prise. Donc ça, c'est un premier type de cas d'application. Et pour en revenir au chatbot, c'est que... Mais le chatbot, c'est super réducteur. Hein, c'est voir le truc pour la petite roue à lorgnette. Mais c'est pas très grave. Donc la notion de chatbot, dans ce cas d'application présent, c'était que toute l'interface et l'interaction entre l'ERM et la machine était faite en langage naturel. Donc on peut dire que c'est un chatbot. Mais vous l'avez compris, ça va largement au-delà d'un chatbot, puisqu'on était vraiment sur une solution de quelque part de conseil vis-à-vis d'un public interne. Et si je fais très court, je travaillais avec une jeune femme qui était l'une des top guns en termes de RM, qui a travaillé avec nous, qui a entraîné le système. Ces systèmes, c'est pas magique. Hein. Donc il n'y a pas de magie, c'est pas Harry Potter. Il faut passer du temps pour apprendre à la machine à faire quelque chose. Dans l'IA, tout le monde pense que c'est une sorte d'intelligence supra qui vous dépasse. Non, l'intelligence de ces systèmes, c'est qu'ils apprennent beaucoup plus vite qu'un être humain, et encore une fois, comme je l'ai dit, ingurgitent des masses d'informations qu'aucun être humain n'est capable d'ingurgiter. Par contre, la formation est faite par des hommes et des femmes qui sont spécialistes du métier, c'est-à-dire vous. Sans vous, il n'y a pas de projet. Et j'ai demandé à cette jeune femme, et finalement, qu'est-ce qu'on t'a apporté ? Allons droit au but, évitons les trucs habituels. Qu'est-ce qu'on t'a apporté à la fin des fins dans ce projet ? Qui différencie ce projet par rapport aux autres que tu as pu connaître par le passé. Et finalement, elle m'a répondu une réponse qui m'a ouvert beaucoup de perspectives. Elle m'a dit, tu sais, finalement, c'est un projet qui nous sort de nos zones de confort. Et en fait, elle m'avait tout dit ce jour-là. Pourquoi ? Parce que, aussi brillants soient-ils ces jours-là, et Dieu sait s'ils sont brillants dans le domaine de métier, on est tous dans nos zones de confort, on est tous sur nos zones de compétence ou d'incompétence. Et on reste sur ces zones-là, à tort ou à raison, des fois c'est très bien, des fois c'est bon. Mais fondamentalement, ce type de solution-là apportait des fois des recommandations auxquelles ne pensaient pas les RM. Et en faisant ça, ce système, d'une certaine manière, les forçait à sortir d'un schéma mental ou d'une façon d'aborder un problème qui était le leur, parce que chacune de ces individus avait à un moment donné une zone de compétence, des zones de confort extrêmement fortes. Et vas-y que je te conseille ça, et vas-y que je te conseille ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je connais, donc je suis confortable, donc je te le conseille. Mais c'est parce que je t'ai demandé, moi c'est moi. Enfin, vous comprenez le truc. Donc là, on est par rapport au type de use case. Deuxième type de use case à Londres. Cette fois, je vais attaquer les chatbots. Donc là, c'était dans le B2E. Hein. Singapour, c'est du B2E. Là, je passe maintenant sur du B2C pur. La situation était la suivante. Très grande banque, très grande banque, très puissante sur le très haut de gamme, très puissante sur le retail. Pas employer bas de gamme, le retail. Et par contre, il y avait un trou dans le gap advisory. C'est-à-dire le gars qui croit qu'il est riche, mais qu'il n'est pas forcément. C'est pas grave, hein. C'est moi. Donc voilà. Vous voyez ? Le sort de cadre exécutif. Magnifique. Et ce que je veux dire, donc l'argent est très relatif. Donc ça veut rien dire, l'argent. Mais simplement, c'est le gars qui est passons l'expression, qui a les fesses entre deux chaises. Quand je dis ça à New York, il me prenait pour un fou furieux. Mais je traduisais ça littéralement en anglais, ce qui donne si c'est filmé, je ne vais pas le traduire, mais voilà, donc c'est ça. Mais bon, j'étais français, donc ils excusaient pour le coup. Ils m'excusaient. Mais je disais littéralement ce que je viens de dire, traduit en anglais, et ça reflète bien la réalité. Pourquoi ? Parce que c'est le gars qui finalement a trop d'argent pour être bien traité par la banque de détail, mais finalement n'a pas assez suffisamment d'argent pour véritablement accéder aux véritables unités patrimoniales de vraies banques privées. C'est pas qu'il y a des fausses ou des vraies, il y a simplement un gap advisory, et donc là il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de vrais services patrimoniaux et qui ont suffisamment d'argent pour accéder à ce type de service-là, encore une fois, mais pas assez pour accéder aux vrais. Et là, avec cette autre femme avec laquelle je travaillais sur l'innovation, cette banque anglaise, on s'est dit, on peut développer une nouvelle type d'offre qui permettrait à ce segment de clientèle-là d'accéder à un service un peu différent. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une offre destinée à ce segment de clientèle un peu précis, avec en forme tablette, et qui incorporait fondamentalement deux grands composants. Un composant de dialogue entre le client et la banque, très interactif, très ludique, sous forme d'interaction et de dialogue. Et à gauche, un module de visualisation pour montrer au client des choses. On voulait à tout prix que le client ait ses sens éveillés, au sens propre du terme, les 5 sens de l'être humain, donc la vue, la voix et le toucher, puisqu'en l'occurrence, il y avait une sorte de gamification pour pouvoir tripoter, si je puis dire, la tablette et pour pouvoir jouer avec la tablette. Il fallait à tout prix qu'il y ait une sorte d'appropriation de l'outil. Et donc, on s'est donc prêté à cette création d'offre-là, qui visait à faire ce que je viens d'expliquer en quelques mots. Et bien entendu, on passait le processus assez quand même guidé, bien sûr, de qui es-tu, quels sont tes objectifs d'investissement,
d'investissement, quelle est ton aversion au risque. Et en Angleterre, vous le savez, c'est un marché qui est très réglementé, on devait assesser le degré de maturité du client avant de pouvoir potentiellement lui donner un conseil. Donc il fallait qu'on assesse si oui ou non on pouvait être en mesure de donner un conseil à ce client. Et ensuite on arrivait jusqu'au conseil en tant que tel. Et après il pouvait contacter à tout moment un agent au travers pour pouvoir dialoguer. Donc il avait le choix à tout moment de pouvoir arrêter sa relation. Mais au moins on l'engageait, on essayait d'engager ce client dans un processus de découverte, d'abord de lui-même ou d'elle-même, de ses objectifs, des potentialités qu'on pouvait lui offrir, etc. Donc voilà un petit peu un autre exemple, mais ce n'était pas qu'un chatbot pur et simple qui ne répondait pas à ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'était apporter vraiment un conseil de manière, entre guillemets, digitale, en utilisant notamment des capacités d'IA. Et je terminerai sur un point, l'IA seule ne résout pas le problème. Ne le croyez pas. L'IA seule ne résout pas le problème. Les projets qu'on a menés dans le domaine de la banque privée incorporent tous 3 dimensions, une dimension d'IA et de cognitif, une dimension prédictive, une dimension prescriptive. Les 3 layers que je viens de décrire sont tous régis par des solutions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La beauté du geste, c'est de faire travailler ensemble ces 3 layers et faire en sorte que l'un nourrisse l'autre. Ok. Patricia, sur cette question des agents conversationnels, des chatbots, vous avez mené donc une réflexion au printemps dernier sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors on a fait une expérimentation. Alors après j'arriverai comme Jean-Philippe sur la partie plus spécifique des chatbots. On va dire plutôt de data science. Parce que vous l'avez compris, en fait, ce qu'on veut, c'est augmenter le banquier privé, c'est-à-dire lui donner des éléments qui lui facilitent la vie, qui lui facilitent le travail. Et donc pour nous, c'est quoi ? C'est lui donner des éléments qui analysent son portefeuille de clients et poussent vers lui déjà des propositions que lui-même décide ou pas de donner à ses clients en fonction des contextes qu'il connaît individuels de ses clients. Donc on passe vraiment tout le temps, nous, par les banquiers privés. Il n'y a pas de démarche en B2C direct. Alors, en quoi ça a consisté ? En fait, on a monté un algorithme, donc ce qu'on appelle un moteur hybride, qui a consisté à aller voir. Donc, d'abord, on a mis toutes les données dans un data lake. Bon, ça, c'était pas très compliqué. Mais après, on a monté un moteur hybride qui est allé chercher, qui a analysé en fait ces données et qui est allé. Alors, l'offre en question qu'on voulait pousser, c'était les produits structurés. Je vous dis tout. Et donc, on est allé voir tous les clients qui avaient des produits structurés, quelles étaient les caractéristiques comportementales, de gestion, etc. de ces clients. Et on s'est dit quels sont ceux qui sont les plus proches de ces clients et qui n'ont pas de produits structurés, à qui on pourrait pousser potentiellement cette offre. Donc du coup, on a sorti une liste de clients potentiels en fonction de ces critères, en fait, donc avec un data scientist qui a fait les analyses. En fait, à nos banquiers privés, il y en a 15 qui se sont portés volontaires, et il se trouve que ça a très bien marché, puisque ils se sont mis à appeler les clients donc au mois de juin-juillet. Et voilà, et les résultats sont prometteurs. Du coup, comme l'a dit Jean-Philippe, la spécificité d'une banque en gestion de fortune, c'est qu'elle a des expertises extrêmement variées, extrêmement, voilà, c'est très complet. Hein. On a des ingénieurs patrimoniaux qui savent traiter tous les cas. Et donc l'idée, c'est de voir derrière comment, à partir d'une offre, donc qui était les produits structurés, on peut arriver à déployer sur une deuxième offre, une troisième offre, etc. Donc d'agrandir le spectre du possible pour nos clients, mais toujours via les banquiers privés qui pousseront une offre personnalisée que si ça fait sens d'après eux vis-à-vis du client et de son contexte, de son moment de vie. Okay, donc on va retenir cette expression du conseiller augmenté. C'est ça que vous voulez mettre en place. Banquier privé augmenté, oui. On aime beaucoup. D'accord, très bien. Stéphane Valois, tout à l'heure on disait 2 mots sur les chatbots. Vous nous confiez que c'était pas forcément une priorité pour vous, mais on a quand même vu des agrégateurs en France qui ont mené des expérimentations là-dessus. Ouais, alors tout à fait. Alors déjà, quand on parle des chatbots, donc si on suit un petit peu la logique, on dit pour avoir un bon chatbot, il faut avoir une bonne IA derrière, et puis pour avoir une bonne IA, il faut beaucoup de données. Donc là, nous, on a un rôle à jouer en tant qu'agrégateur, parce que finalement, qui peut fournir autant de données sur un client ? Donc on va être quand même à la base impliqué dans les systèmes qui vont permettre de délivrer ce type de service de manière pertinente. Ensuite, pour ce qui est de notre propre usage, ce qu'on a aussi vu, c'est que, au travers de ce que disait Patricia et puis la personne d'IBM, c'est que quand on est face à un client de banque privée, ou de niveau banque privée, mettre directement en face de ses clients des chatbots, ça peut être un petit peu hasardeux au stade de développement auquel on est et par rapport aux attentes du client. C'est pas forcément directement ce que va attendre le client. Donc nous, on
observe ces phénomènes. On étudie bien sûr de quelle manière on va les intégrer, mais c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour nous par rapport à cette expérience. Mais probablement qu'on viendra à un moment donné vers un chatbot capable de répondre à des questions du type quelle est la position de tel compte, ou est-ce que tu peux déclencher un virement à ma fille qui a besoin d'aller au cinéma. Ok. Et Laurent, sur cette question également, vous évoquiez tout à l'heure l'importance finalement de la relation humaine, même pour un gérant d'épargne en ligne. Mais est-ce que quand même tout de même ce sujet des chatbots pourrait être intéressant pour vous, peut-être pour l'entrée en relation? Alors oui, effectivement, dans les chatbots, je pense que la première chose auquel on pense, c'est ça va réduire les coûts. Nous, c'est pas tellement notre sujet, puisque on a réussi, notre travail, c'est vraiment de simplifier au maximum la relation. Donc finalement, sur tous les aspects transactionnels, etc., il y a beaucoup moins d'interactions. Donc ça c'est peut-être moins notre sujet. On a le sujet dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est que, mais ça c'est plus lié au fait à la nature même du chat. Aujourd'hui, nous, chez Yomoni, à peu près 80% de nos échanges avec nos clients se font par chat, chat humain et un peu de chatbot. Donc qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où vous échangez avec vos clients par chat, ça veut dire que tout ce que vous dites à vos clients est auditable à la seconde près. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours qui est derrière le chat. Il y a des systèmes d'authentification, on ne sait pas toujours qui est derrière le chat. On doit faire extrêmement attention au niveau d'information qu'on peut délivrer en termes de confidentialité, mais aussi en termes de réglementation. C'est-à-dire que quand on va intervenir dans la phase de conseil par chat, ça veut dire qu'il faut que chacun de nos conseillers soit absolument certain qu'il respecte la réglementation au mot à mot. Et donc ça change complètement la philosophie d'une société. On ne peut pas se permettre de l'à peu près. Donc c'est là qu'intervient notre première application des chatbots. C'est un chatbot qui n'est pas destiné aux clients, mais qui est plutôt destiné aux conseillers. Et donc on va suggérer, on a une brique qui va suggérer aux conseillers des réponses un peu standardisées que le conseiller va pouvoir adapter en fonction de la situation du client. Ce qui nous assure qu'on va uniformiser, notamment d'un point de vue réglementaire, un maximum de réponses. Ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage, c'est plutôt un usage d'acquisition. Le chatbot, là, on va l'utiliser non pas comme un outil chez nous pour traiter un sujet, mais on va l'utiliser comme un canal d'acquisition. Parce qu'aujourd'hui, quand on va chercher des clients sur Internet, on peut les chercher en payant une pub sur Google. Il y a déjà pas mal de gens qui font ça. Mais les clients, en fait, ils sont sur les plateformes de messagerie. Et quand on parle de Messenger, au début, on s'est dit, on a une idée géniale, nos clients, ça va être des cadres. Et donc, les cadres, ils sont sur LinkedIn, donc on va faire des pubs sur LinkedIn. Mais en fait, des cadres et des profils patrimoniaux, il y en a plus sur Messenger que sur tout LinkedIn, en fait. Donc, en fait, on s'est dit que... Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui est live aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. On s'est dit qu'on allait préempter des places, donc ces outils de messagerie, pour aller directement sensibiliser et distribuer directement sur des plateformes comme Messenger nos services. Donc c'est vraiment un outil de awareness et ensuite d'acquisition et ensuite de transformation. Ok, donc aujourd'hui vous êtes en phase de réflexion, vous prospectez un peu les solutions qui sont disponibles. Alors ça c'est effectivement, je rebondis sur ce point-là, aujourd'hui je pense que donc Yomoni c'est une boîte, on est 25, on est à la fois une société de gestion de portefeuille, donc c'est-à-dire qu'on est des gérants, on a à la fois des conseillers patrimoniaux, on est à la fois une boîte de tech, on a 12 personnes qui vont développer des interfaces, etc. On est interfacé avec plusieurs gros établissements financiers, donc à 25 c'est déjà pas mal. Et la logique qu'on essaie de mettre en place, c'est une logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre spécialité d'aller monter des chatbots connectés avec Facebook. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, la plateforme Messenger, c'est une plateforme qui évolue en gros toutes les 15 jours, 3 semaines, il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît ou qui disparaît. Donc c'est extrêmement lourd à suivre. Donc l'approche qu'on suit sur ce sujet, c'est beaucoup plus une approche de partenariat pour aller trouver des acteurs qui sont, on va dire, plus proche de Facebook que ce qu'on peut être aujourd'hui pour attaquer ce segment sans forcément se doter chez nous de cette expertise et de la maintenir, parce que c'est très coûteux. D'accord. Patricia, MiFID 2 va arriver en janvier et on va considérablement alourdir les contraintes en termes de transparence et de communication avec le client. Est-ce que l'IA finalement peut être une opportunité pour vous pour justement
accélérer ces processus, sachant qu'on peut également le voir comme une menace dans la mesure où ça pourrait donner la primeur aux acteurs digitaux. Alors effectivement, l'impact de MiFID 2 sur le rôle du banquier privé est énorme, hein. Il y a beaucoup d'impact au niveau de son rôle et notamment dans la relation avec son client. Alors déjà, à commencer par le questionnaire MiFID 2, parce que je ne sais pas combien d'entre vous l'ont vu dans la salle, mais c'est assez compliqué quand même, hein, pour un client de comprendre qu'on va lui faire un QCM et qu'à la fin, on va lui dire il est mass retail ou au contraire, il est averti en matière de finance. Donc nous, en fait, on a utilisé tous ces outils-là d'intelligence artificielle pour gamifier un questionnaire MiFID 2. Donc notre questionnaire est complètement gamifié, donc il est interactif avec le client. En fonction de ce que le client répond, voilà, il voit sa réponse, comment elle est traitée. Et donc du coup, on arrive, on va dire, plus en douceur et de façon ludique, en fait, à faire ce questionnaire MIF 2. Donc pour donner un chiffre, hein, parce que je sais que tu aimes les chiffres, le questionnaire MIF 2, quand un banquier privé en moyenne l'administre chez nous, en version papier, c'est à peu près 50 minutes. En version avec le client, ludique, etc., c'est à peu près 20 minutes. Et le rendu, donc c'est déjà dans la machine, il n'y a pas le middle office qui ressaisit derrière, les risques opérationnels, etc. Hein, tout est en direct. Et le client comprend mieux, on va dire, le rendu final, la catégorisation qu'on lui imprime à la fin et qu'on lui fait signer parce qu'il a été en interaction. Donc ça, c'est pour citer un exemple. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intelligence à avoir dans les restitutions en matière de coûts, comme on dit, ex-ante, post-ante. Donc là aussi, ce qu'il faut donner au client comme information, ça doit être parfaitement calculé, fluide, transparent, etc. Et donc toutes les propositions d'investissement, elles sont revues, personnalisées en fonction de la situation du client. Donc nous, on utilise vraiment beaucoup ce type de solution. Très bien, merci Patricia. Alors, il nous reste 6 minutes pour des questions. Je vous en prie. Ils sont fatigués. Ouais, c'est la fin de la journée. La journée a été longue. On a été super clair. Ouais, voilà. Ouais, pas de questions particulières. Bon, moi, j'en ai quand même une, du coup, pour Jean-Philippe. Voilà. Le bougre, il lâche pas. Non, mais justement, voilà, j'aimerais qu'on bénéficie un peu de votre expérience internationale. Est-ce que la France ou l'Europe, on va dire l'Europe, est en retard véritablement aujourd'hui sur ces thématiques-là par rapport à l'Asie notamment? Enfin voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter en termes concurrentiels? D'accord. Il faut s'inquiéter. Non, ne vous inquiétez pas. Non, ceci étant, non, moi je pense qu'en termes il y a plusieurs critères de jugement dans l'appréciation. Je pense qu'en termes d'appropriation, je pense que l'Europe n'est pas aussi en retard que veulent bien lire tout le monde. Et force est de constater qu'ayant fait l'Asie, les US et l'Europe, beaucoup, en fait, l'Europe, globalement, s'est appropriée l'IA. Ne croyez pas que les acteurs ne sont pas appropriés l'IA, c'est faux. Je suis bien placé pour le savoir, pourtant je ne serais pas rentré en Europe. Je serais resté aux US ou en Asie. Donc le marché est extrêmement une énorme traction. Dans le secteur FSS, c'est clairement un secteur très en avance, mais pas que. Il y a les telcos, il y a la santé, enfin, tout y passe. Et l'Europe n'est pas du tout en retard sur l'appropriation. Par contre, et ça, il faut savoir toujours être honnête dans ces assessments, sur la notion de quels sont les grands acteurs de l'IA qui quelque part, qu'on le veuille ou non, structure le marché, ça c'est vrai. On est face quand même à un combat aujourd'hui nord-américain versus l'Asie, avec des géants chinois contre des géants américains, et ça c'est vrai. Donc là aussi, il faut rester quand même aussi très honnête dans son assessment. Mais sur une question d'appropriation, l'Europe n'est pas du tout en retard, croyez-moi, c'est en train de... je ne peux parler que des choses officielles, mais faites Google, ou faites Deutsche Bank, Watson aussi à Francfort, on a un énorme projet aussi à Francfort, on a des grandes banques italiennes qui sont aujourd'hui sur Watson, dans des domaines banque de détail, banque privée et corporate banking, CIB, enfin, ça y est, c'est parti, c'est fait. L'Europe n'est pas du tout en retard sur l'appropriation. Et ce qui est passionnant de voir, c'est que finalement, les grands clients européens sont des clients qui nous demandent de créer leurs propres compétences d'IA. Ils ont raison, ils ne veulent pas être dépendants d'acteurs comme IBM et comme d'autres. Et donc, en fait, on voit naître une nouvelle génération de compétences, de skill sets, qui sont nécessaires pour supporter des projets d'IA ou cognitifs. Et c'est des nouvelles types de compétences que ces banques-là n'avaient pas forcément l'habitude, jusqu'à maintenant, d'avoir en leur sein. Donc, ça crée une dynamique RH, c'est assez intéressant à voir. Et donc ça, c'est un point qui, de mon point de vue, est le plus important. Le facteur humain dans des projets d'IA est juste capital. Il n'y a pas de système cognitif
opérationnel, sans une implication extrêmement forte des hommes et des femmes métiers dès le départ dans les processus d'apprentissage. Et ensuite, ce qu'il faut qu'on veille, c'est l'appropriation. Il est une chose de délivrer un projet, il en est une autre qu'il y ait bien une adoption, une appropriation des solutions par les hommes et les femmes en agence. Et si vous croyez que l'adoption d'un système cognitif par un être humain est naturelle, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas mon retour d'expérience que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas naturel que de travailler avec un système d'IA, pour un tas de raisons, hein. Donc il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait du change management pour que les hommes et les femmes s'approprient ce type d'outils et en tirent le meilleur des bénéfices. Ok. Est-ce qu'il y a une question maintenant? Sinon, j'en ai une autre en réserve. La réserve, je crois que c'est... Alors, j'utilise la réserve. Elle est pour Stéphane. Donc aujourd'hui, vous êtes sur un modèle purement digital. Oui. Est-ce que ça pourrait évoluer? Est-ce que vous pourriez aussi recourir à de l'humain? Alors, je pense, déjà, il y a une chose que je voulais dire avant de répondre à ta question, si je peux. C'est que, bon, nous, on est une société assez jeune. Néanmoins, on a déjà le carburant de l'IA, c'est-à-dire la donnée. Et chez Cross Quantum, la Finbox, en fait, ce sur quoi on a beaucoup investi, on parlait du nombre d'employés, donc nous, on a une quinzaine de personnes. D'ici fin d'année, on sera 20. Sur 15 personnes, on a 4 data scientists spécialisés en finance et on met vraiment l'accent sur la qualité des données. C'est-à-dire qu'on a mis en place des algorithmes et on développe des algorithmes de contrôle permanent, de cohérence des données, de fiabilisation de la donnée et d'enrichissement de la donnée qui vont être à la base de systèmes de conseil performants. Si on essaye de produire du conseil ou de faire tourner de l'IA sur de la donnée de mauvaise qualité, on va produire quelque chose qui va être plutôt de la bêtise artificielle que de l'intelligence artificielle. Donc nous, on bosse là-dessus. On commence à faire arriver le conseil. On vient de mettre en production une évolution qui est le diagnostic automatisé financier à destination de nos utilisateurs finaux. Et puis, on va progressivement, comme on l'a présenté tout à l'heure en démo, fournir voilà, une aide et aider à l'augmentation du conseiller, comme disait Patricia, par la fourniture de rapports automatisés pour le conseiller. Après, entre-temps, j'ai oublié ta question. Ah oui, est-ce qu'on va introduire de l'humain? Oui. Alors, je pense que on va pas nécessairement introduire beaucoup d'humains chez Cross Quantum. Enfin, il y a des humains pour produire la solution, il y a des humains pour la présenter et la vendre. En revanche, je pense que nous, on va plutôt travailler dans un mode, comme on a dit, de partenariat, en architecture ouverte, et encore une fois, avec 2 types de partenaires qui peuvent être soit des fintechs et des sociétés qui sont basées sur des robots, soit des banques privées, des CGP, des sociétés de gestion. Et là, je pense qu'on va trouver des humains. Voilà. Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'être allé jusqu'au terme de cette longue journée. Donc, c'était la 4e et dernière table ronde. On aura dans quelques minutes la conférence de clôture. Et je vous propose d'applaudir à nos 4 intervenants. Merci. Allons-y avec plaisir. Allons-y.